Alors, bonsoir à tous, bienvenue. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le responsable d'un OVNI dans l'assiette. Voilà, donc on se connaît très bien avec Evelyne. Elle fait partie des Patipiti. Elle m'invite ce soir à une conférence. Alors, c'est la première conférence que je fais sur Zoom. D'habitude, je fais des conférences en public. Pourquoi en public? Parce que j'ai toujours fait partie des repas ufologiques et dans les repas ufologiques et dans les conférences que j'ai fait en tant qu'indépendant, j'ai toujours fait ça devant un public. Et à part sur Nurea TV et BTLV, où j'ai fait effectivement des émissions télé, j'ai fait effectivement des reportages et des émissions, mais c'était principalement devant un public. Donc, je me présente ce soir à vous pour faire une conférence sur les anciennes civilisations. Alors, c'est très vaste, parce que les anciennes civilisations, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire des choses qui concernent toutes les civilisations anciennes, partant du Moyen-Âge, partant, pas du Moyen-Âge, mais partant des hommes préhistoriques jusqu'à la civilisation des pyramides. Et donc, on va parler de tout ça ensemble et on va voir un peu tous les points importants et tout ce qui peut être dit par rapport à ça, tout ce qui a été dit indirectement par Jacques Grimaud, Patrice Pouillard, Bleuette Dio, par des gens qui ont fait des reportages aussi sur les anciennes civilisations, des choses qui n'ont jamais été dites, des livres qui ont été écrits qui relatent toutes les anciennes civilisations à partir du moment où on avait des dessins sur les grottes, etc. Et on va parler de tout ça ensemble et on va faire l'indication, je dirais, de tout ce qui concerne les anciennes civilisations depuis les hommes préhistoriques jusqu'aux pyramides. Voilà. Donc après, vous pourrez poser vos questions. Je pense qu'il y en a à peu près pour 1 heure et demie. Vous pourrez tous poser vos questions après. Et si je peux répondre à des questions particulières sur des choses que vous voulez savoir éventuellement, je pourrais y répondre. Alors moi, je ne suis pas non plus un spécialiste dans le sens où je ne suis pas non plus un professionnel de la profession, d'accord? Je ne suis pas archéologue, je ne suis pas... Mais j'ai fait des études sur les anciennes civilisations, j'ai étudié, j'ai lu, j'ai beaucoup potassé, j'ai rencontré aussi des scientifiques, j'ai rencontré des gens qui étaient concernés par ce sujet, donc j'ai échangé des idées avec des gens comme ça. Moi, je suis à l'origine, bien sûr, animateur radio. Je fais des émissions scientifiques sur beaucoup de sujets, des sujets sur les étoiles principalement, puisque je suis spécialisé dans le domaine de l'astronomie, de l'astrophysique et de la cosmologie, où c'est mon domaine de prédilection, où je fais des émissions radio avec des scientifiques comme Hubert Reeve ou des gens comme Jean-Pierre Luminet, où on anime des émissions sur la cosmologie, sur les étoiles, où je fais aussi des émissions sur l'ufologie, puisque je suis un ufologue, et j'étudie les travaux de Jean-Pierre Petit sur la MHD. Donc, je suis un spécialiste dans ces domaines et non pas dans les anciennes civilisations. Les anciennes civilisations, c'est un plus, je m'y suis intéressé. Pourquoi? Parce que ce sont des sujets intéressants qui peuvent amener à se poser des questions de savoir d'où on vient et pourquoi autrefois, il y avait éventuellement des civilisations qui auraient pu être exogènes à la nôtre ou des civilisations qui auraient pu être sur la Terre, qui auraient été des anciennes civilisations venant d'un peuple qui aurait existé depuis longtemps et qui aurait disparu pour des raisons inconnues. Donc, on a deux possibilités. On a la possibilité d'une civilisation ancienne qui aurait existé depuis longtemps et qui serait descendu de peuples qui seraient venus sur Terre ou qui auraient existé pour des raisons inconnues, ou alors de peuples exogènes, comme on va l'expliquer, de peuples exogènes qui seraient venus sur la Terre pour des raisons qu'on va aussi expliquer ce soir. Voilà un peu de quoi on va parler. Alors, on ouvre le débat. Donc, comment on peut penser que les civilisations autrefois aient pu être visitées par des civilisations venues d'ailleurs, tout simplement parce que sur les premières grottes d'autrefois préhistoriques,
on a effectivement des dessins qui ont été sculptés, qui ont été dessinés, où on voit sur des grottes préhistoriques éventuellement des dessins de vaisseaux spatiaux, de fusées, d'hommes en scaphandre qui ont été dessinés sur des grottes. Et on se demande bien pourquoi ça a été dessiné sur des grottes de la préhistoire. Pourquoi? Tout simplement parce que ça n'est pas révélé au grand public et on n'en parle pas. On parle des grottes de Lascaux, on parle des hommes préhistoriques, mais on ne parle pas de ces civilisations, voilà, qui ont été éventuellement, qui auraient été éventuellement visitées et qui auraient été éventuellement, où on aurait apporté un savoir venu de l'extérieur. Voilà. Donc, on commence par les civilisations australiennes. Alors, en Australie, qu'est-ce qui s'est passé en Australie? Vous avez une civilisation indigène qui est la plus ancienne des civilisations indigènes qui ait pu exister sur la Terre, la plus archaïque, je dirais, sur le plan de l'évolution humaine. Elle a été visitée apparemment par une civilisation qui serait venue des étoiles, dont la déesse Volinja, qui est une déesse qui est effectivement venue des étoiles et qui est la déesse de la Voie lactée. Ce peuple aurait été visité et un apport de connaissances lui aurait été apporté à l'époque. Pourquoi on pense ça? Parce qu'ils ont des connaissances sur les étoiles et sur les constellations que n'ont pas les autres civilisations indigènes. Eux les ont et d'autres ne les ont pas, et on ne sait pas pourquoi des civilisations qui ne savaient même pas faire cuire de la viande sur le feu et manger de la viande crue à l'époque étaient capables de connaître certaines constellations, et pourquoi ces civilisations indigènes, je dirais australiennes, qui ont vécu à un temps, je dirais, reculé, avaient ces connaissances et avaient aussi la possibilité d'avoir inventé ce qu'on appelle le boomerang. Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler du boomerang, mais le boomerang est un instrument qui permet de chasser, qu'on lance en l'air et qui revient à son lanceur, qui a une particularité, c'est qu'elle est taillée d'une telle manière que quand on la lance, le boomerang part en l'air, revient à son lanceur. Et pour fabriquer un boomerang, il faut déjà des connaissances, je dirais, des connaissances d'aéronautique, parce que c'est un instrument basé sur des connaissances aéronautiques, découpé dans du bois ou dans un autre matériel qui permet effectivement de pouvoir faire des choses en rapport avec le lancer qui revient à son lanceur. Mais pourquoi des civilisations indigènes auraient inventé le boomerang alors qu'ils n'étaient même pas capables de faire cuire des choses sur le feu et vêtus en peau de bête et n'étant pas capables d'avoir même un alphabet et une mathématique. Donc, on se pose cette question et en fait, on a découvert sur les grottes qui étaient proches de ces gens, les civilisations d'une déesse venue de la Voie lactée qui leur aurait enseigné tout ce qu'ils ont appris avec un peuple, bien sûr, autour. Et voilà la première civilisation, je dirais, la plus ancienne qui aurait vécu à l'époque et qui aurait eu cette connaissance. Voilà. Donc, on a commencé par ce peuple australien. Je dirais que l'Australie, on en parle très peu souvent et on parle très peu de cette civilisation qui est connue, je dirais, du monde de l'Australie. On en parle très peu dans les relations qu'on a avec le monde, je dirais, des anciennes civilisations. Il n'y a que dans certains livres qu'on en parle et c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors après, cette déesse, je dirais, venue de la Voie lactée, est repartie et les a laissés sur la Terre en promettant un jour de revenir. Et elle n'est jamais pour l'instant revenue, mais ce sont justement des peuples qui pensent qu'en s'habillant d'une certaine manière, en montrant le boomerang et
en parlant des constellations et de la connaissance qu'ils ont, en parlent très bien et parlent de cette déesse comme étant quelque chose qui les aurait marqués à tout jamais. Voilà. Alors, on a d'autres peuples. On a un peuple en Guinée aussi, en Guinée équatoriale, qui fait des cérémonies chaque année avec des têtes en boue séchée, et qui remet sur la tête pendant ces cérémonies, ces têtes en boue séchée qui représentent des casques de cosmonautes. C'est très, très curieux d'ailleurs qu'on puisse représenter des casques de cosmonautes avec des peuples, je dirais, indigènes qui ont une évolution, je dirais, archaïque. Enfin, quand je dis archaïque, je ne veux pas insulter ces populations parce que, en fait, le mot archaïque ne veut rien dire. Je crois que ce qui est important, c'est que le mot archaïque veut dire tout simplement pas évoluer, mais pas évoluer dans un sens qui n'est pas forcément précis. C'est-à-dire que nous aussi, on est archaïque d'une certaine manière parce qu'on coupe les forêts, on tue des animaux, on fait n'importe quoi sur la planète. Donc, nous aussi, on est des sauvages. Nous aussi, on est archaïque d'une certaine manière. Mais quand on parle archaïque, on se compare avec notre civilisation qui se dit soi-disant évoluer technologiquement, parce que nous, on possède la technologie et que ceux qui sont indigènes ne la possèdent pas, donc on se croit plus évolué qu'eux. Mais en fait, ils sont aussi très évolués parce qu'ils ont un respect de l'environnement, de la nature qu'on n'a pas nous, et ils vivent avec les éléments, alors que nous ne vivons pas avec, nous vivons contre nos éléments qui nous ont créés. Donc, de dire qu'ils sont archaïques, ce n'est pas forcément vrai. On pourrait dire qu'ils ont une évolution qui n'est pas la même que la nôtre, tout simplement. Voilà ce qu'on peut dire, pour les respecter un peu plus, parce que je pense qu'il faut savoir respecter les gens et savoir respecter ces populations qui ne sont pas comme nous. Voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'eux aussi ont développé des talents d'astronomie et d'observation des étoiles, étonnamment, alors qu'ils n'avaient pas l'outil nécessaire pour le faire. Voilà. On a un peuple aussi qui vit dans une contrée reculée de la Terre, qui a vu un jour un cosmonaute arriver avec un chariot de feu, comme il le nomme, un chariot de feu parce qu'il n'avait pas d'autre langage pour le déterminer. Le chariot de feu, c'est quoi? C'est tout simplement, comment pourrait-on dire, une sorte de vaisseau spatial avec des tuyères et qui atterrirait avec des flammes, voilà, c'est-à-dire une possibilité de vaisseau spatial qui serait venu sur la Terre, ou alors tout simplement un vaisseau brillant qui pourrait dégager de la luminosité, comme on peut la remarquer sur les ovnis aujourd'hui, ce qu'on appelle MHD, c'est-à-dire magnétro-hydrodynamique, qui sont des ovnis qui développent un champ électromagnétique, un plasma autour de la coquille de l'ovni qui représente une luminosité extrêmement importante et très brillante et qui pourrait représenter ce chariot de feu qu'ils auraient pu éventuellement voir autrefois, qui est une technologie qui est inconnue, je dirais, par les humains d'autrefois et connue un petit peu par les humains d'aujourd'hui et qui sont étudiés par le grand scientifique Jean-Pierre Petit. Donc, voilà ce qu'on pourrait imaginer et je dirais, ce guerrier venu de l'espace, comme il l'appelle, s'appelait Bibkorotis. Voilà, ils l'appellent comme ça et ils font des cérémonies chaque année pour fêter sa venue sur Terre en s'habillant avec des tenues de cosmonautes fabriquées avec de la paille et avec de l'herbe séchée. Ils reproduisent ces costumes et ils invitent, je dirais, Bibkorotis à participer à leur cérémonie. Et c'est très intéressant parce qu'ils expliquent qu'il est venu autrefois et qu'il leur a inculqué beaucoup de choses, dont la science des étoiles. Encore une fois de plus, ça revient sur le tapis, la science des étoiles. Ils auraient voulu se défendre contre lui quand il est venu. Ils lançaient des flèches contre lui et les flèches se désintégraient littéralement contre
sa carapace de cosmonaute. Donc, il avait, soi-disant, pour eux, un grand pouvoir. C'était pour eux un sorcier venu de l'espace. Et en fait, ce n'était pas un sorcier, mais c'était tout simplement un homme venu d'une autre dimension, un être exogène qui était venu leur apporter la connaissance et leur montrer ses pouvoirs justement qui étaient particuliers, c'est-à-dire d'avoir un casque, d'avoir une tenue de cosmonaute avec la possibilité de se défendre contre toute attaque extérieure, ce qui montre que justement ces êtres étaient plus évolués technologiquement que nous l'étions autrefois. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire, je dirais, sur les peuplades anciennes de cette époque-là. Voilà. Ensuite, des peuples qui ont été visités, je dirais, il y en a eu bien d'autres, des peuplades. Alors, je cite les principales, bien sûr. Il y a eu d'autres civilisations qui ont été visitées et qui ont des connaissances aussi. Il y a des connaissances en Amazonie, de peuples amazoniens qui ont étrangement des connaissances sur les constellations et qui connaissent certaines constellations, alors qu'à l'époque, ils n'avaient aucun outil, aucun moyen d'observation, aucun outil mathématique, aucune lunette astronomique pour pouvoir découvrir de telles constellations, parce que pour savoir qu'une constellation contient tant d'étoiles et qu'elle se situe à tel endroit de l'univers, sans outils pour le faire, on ne peut pas. Donc, c'est un apport qui a été apporté par ces anciennes civilisations, c'est un apport qui a été apporté par ces civilisations, je pense, exogènes à la nôtre et qui ont pu apporter cet apport astronomique. Alors, dans toutes les observations, on retrouve évidemment des apports, je dirais, d'observation des étoiles, ce qui prouve bien que l'intérêt de ces civilisations qui sont venues nous visiter, c'était d'apporter des éléments sur les étoiles, justement, sur les étoiles. Voilà, sur les étoiles, pour bien laisser une trace particulière, pour que plus tard, nous, civilisés, soi-disant civilisés, technologiquement, on puisse s'interroger de savoir pourquoi ces gens ont des connaissances sur les étoiles alors qu'ils en étaient incapables. Voilà, voilà la trace qu'on peut laisser et c'est l'intelligence de ces civilisations exogènes qui peuvent nous montrer qu'elles ont voulu se laisser cette trace particulière pour qu'on se pose nous-mêmes cette question de savoir pourquoi eux, qui étaient si, je dirais, peu évolués à l'époque, avaient ces connaissances astronomiques. En fait, c'est l'intelligence qui résonne à travers l'éducation indirecte de ces peuplades. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire, je dirais, sur l'histoire, l'histoire qui est très longue de ces civilisations et qui a commencé à une certaine époque et qui a inculqué ces connaissances voilà, intéressantes, je dirais. Alors, ils ont laissé d'autres traces, bien entendu. On va y venir petit à petit. C'est d'autres traces. Il y a l'astronomie, il y a aussi tout ce qu'ils ont représenté, leurs vaisseaux qui ont été dessinés sur les grottes avec des vaisseaux avec des flammes. Alors, les flammes, ça peut être tout simplement ce qu'on représente avec nos fusées actuellement aujourd'hui. C'est avec une fusée, c'est tout simplement un système de vaisseau spatial qui utilise un gaz qu'on appelle aujourd'hui l'ergol liquide, qui est utilisé dans les vaisseaux comme la fusée Ariane et qui, par combustion, produit des flammes et qui produit une poussée supérieure à la gravité et qui permet à la fusée de se soulever, de quitter la Terre par justement action-réaction et qu'on pourrait retrouver sur des vaisseaux d'autrefois qui auraient à peu près la même technologie, c'est-à-dire qu'ils seraient venus avec des fusées et effectivement ils se seraient posés sur la Terre, ce qu'on pourrait expliquer par les dessins de vaisseaux pointus qui ont des flammes ou alors on a aussi des vaisseaux qui sont représentés sur les grottes, qui sont des vaisseaux d'une autre forme et qui dégagent de la lumière comme du plasma. Comme je vous l'ai dit, le plasma est dégagé par des ovnis qu'on voit aujourd'hui et qui sont très intéressants sur le fait que ces civilisations auraient observé des vaisseaux qu'on voit à notre époque. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi
justement, à cette époque, on voyait des vaisseaux qu'on voit à notre époque. Donc, que viennent-ils faire? Pourquoi sont-ils venus autrefois, si ce n'est pour nous laisser une trace? Et reviennent-ils aujourd'hui nous surveiller pour nous dire, voyez, on est venu autrefois, on vous a laissé des traces, et sur vos grottes, il y a des dessins qui nous représentent, et on revient aujourd'hui vous visiter dans le but uniquement de vous faire comprendre qu'on est les instigateurs de l'évolution que vous êtes aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut se poser comme question. Alors, c'est très intéressant parce que la question est philosophique et on se pose véritablement cette question de savoir si justement cette façon de nous montrer qu'ils sont nos éducateurs indirectement et notre propre évolution découlerait dans le progrès de l'intelligence et de l'éducation justement de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et on va voir pourquoi nous, on a évolué technologiquement et pourquoi ces peuplades, soi-disant indigènes, archaïques, eux n'ont pas évolué et sont restés avec d'anciennes connaissances. On va l'étudier et on va voir pourquoi exactement. Parce que les gens se posent la question. Nous, on a évolué technologiquement, mais pourquoi eux sont-ils restés à l'ère de l'indigène qui a des connaissances, mais qui dit que ces peuples sont venus les visiter autrefois? On va l'étudier et on va en parler ce soir. Voilà. Voilà la première partie, je dirais, intéressante sur la préhistoire. La préhistoire, je dirais, de peuples indigènes qui ont vécu des choses assez extraordinaires. Voilà. Puis après, on fait un bond dans le temps, assez étonnant, et on arrive aux civilisations, je dirais, qui ont commencé à construire des bâtiments. Alors, les bâtiments, c'est les pyramides que vous connaissez bien, les pyramides de Gizeh, les 3 fameuses pyramides qui sont des pyramides d'Égypte, qui sont les monuments, entre parenthèses, les plus visités au monde, les plus représentatifs des anciennes civilisations, ceux qui ont laissé une trace, qui sont les plus étudiés au monde par l'archéologie standard et l'archéologie interdite, qui montre qu'on avait affaire effectivement à des bâtisseurs qui avaient une technologie et non pas, on va l'expliquer certainement, même si je respecte le travail de la version standard, qui sont des gens qui ont une vision des choses en disant que ces gens ont bâti des pyramides en l'espace de 20 ans pour effectivement enterrer le pharaon, ce qui était soi-disant le but final, et qu'avec des maillets de pierre et des burins en cuivre, on sculptait la pierre pour ensuite les poser, je dirais, pierre par pierre, et ensuite les monter avec des milliers d'hommes à des kilomètres de distance dans des carrières se trouvant en amont du Nil, et en allant les chercher et en les faisant avancer avec des moyens qu'on imagine, c'est-à-dire des moyens qu'on ne connaît pas, des cordes en chanvre, en les tirant sur des rondins de bois, ce qui est complètement normalement absurde parce que vous ne faites pas ça sur des dizaines ou des centaines de kilomètres en plein désert, en pleine chaleur, avec des possibilités de construire des monuments aussi importants, avec des pierres venant de carrières qui se situaient à plusieurs dizaines de kilomètres, avec des milliers d'hommes, en l'espace de 20 ans, normalement, ce n'est pas possible. Quand vous interrogez le constructeur de viaduc de Millau, qui a dit, moi, à part Dieu et les extraterrestres, je n'y crois pas, je pense que ce n'est pas possible, moi, avec les moyens technologiques aujourd'hui que j'ai pour construire un viaduc ou un pont, je ne suis pas capable de faire la pyramide aujourd'hui avec les moyens que j'ai. Bon. Donc, posons-nous la question suivante. Comment ont-ils pu ériger des pyramides aussi hautes, aussi imposantes en l'espace de 20 ans ou 25 ans pour juste mettre le pharaon qui devait atteindre les étoiles, c'est-à-dire le milieu céleste, par le fait qu'il était représenté comme un dieu devant justement les Égyptiens. Je ne pense pas que ce soit plausible, je ne pense pas que ce soit faisable. Honnêtement, vous savez que la pyramide de Gizeh, qui est la
la pyramide la plus haute, justement, est constituée de 2,5 millions de blocs de pierre. 2,5 millions de blocs de pierre, ça veut dire un bloc posé toutes les 2 minutes 30 exactement. Posé, sculpté, taillé, érigé en l'espace de 2 minutes 30. Enfin, c'est une représentation qui veut dire qu'il fallait 2 minutes 30 pour pouvoir atteindre le stade de 20 ans pour construire la pyramide d'Égypte, si on voulait la construire avec les moyens qu'on aurait eu à l'époque, ce qui est carrément impossible et c'est impensable. On ne peut absolument pas construire une pyramide de 2,5 millions de blocs de pierre en l'espace de 20 ans avec des moyens rudimentaires. Pourquoi? Parce que sculpter la pierre, c'est très dur. Sculpter de la pierre de cette je dirais, dureté, c'est carrément impossible avec les moyens rudimentaires qu'on avait à l'époque. Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est impossible. Je pense tout simplement que ces gens, quand vous regardez les sculptures et quand vous regardez dans le plateau qui a été érigé pour poser les pyramides qui était un grand plateau qui a été d'abord fabriqué pour pouvoir supporter la pyramide, c'est impossible qu'on ait pu fabriquer même ce plateau qui était un plateau gigantesque avec des pierres gigantesques et vous retrouvez dans des coins reculés très loin de la pyramide, vous voyez des saignées dans la pierre. Qu'est-ce que ça vient faire, ces saignées qui ont été cachées au public, des saignées qu'on retrouve aujourd'hui dans les tailles de pierre. Dans les tailles de pierre, il y a des saignées qui sont impressionnantes. Quand vous faites des découpes avec une disqueuse de diamant, vous retrouvez les mêmes saignées. C'est étonnant. Et vous retrouvez exactement les mêmes dessins de carottage de pierre, de trous qui sont ovalisés ou de trous qui sont carrément qui sont ronds et qui sont des carottages de pierre dans des galeries qui ont été fabriquées et vous les retrouvez et vous retrouvez les mêmes traces et les mêmes dessins que quand vous faites des carottages avec une carotteuse, c'est-à-dire avec des foreuses modernes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vient faire à cette époque? Des dessins, des saignées, des trous qui ont exactement la même forme et les mêmes dessins sur les côtés qui montrent que c'est une perforation faite avec des outils modernes. Qu'est-ce que ça vient faire à cette époque? Là, je me dis, posez-vous cette question-là. Ce n'est pas des gens qui fabriquent des pyramides avec des maillets en pierre et des burins en cuivre qui ont fait ces trous avec des moyens rudimentaires. Ça, ce n'est pas vrai, c'est entièrement faux. C'est une fausse idée, c'est une idée qu'on veut enfoncer et inculquer aux gens pour dire, vous voyez, c'est la version standard qui vous prouve que ces gens n'avaient que des moyens rudimentaires à l'époque parce qu'on ne veut pas que ça se sache et on ne veut pas que les gens évoluent dans le sens où on ne veut pas montrer que ces civilisations, à l'époque, nous ont enseigné ce savoir et que nous descendons d'eux, parce que nous avons des religions, nous avons un système éducatif et social qui est établi depuis longtemps et qui nous interdit de changer d'avis pour justement conserver les valeurs qu'on nous a inculquées, parce que la société est fondée et fabriquée d'une certaine manière et on ne veut pas que ça change, parce qu'il y a trop d'enjeux économiques et trop d'enjeux sociaux sur la Terre qui sont justement ancrés pour justement nous dire, vous continuez, nous sommes sur Terre une sorte de confédération qui a un système social et éducatif qui ne changera pas et qui ne veut pas évoluer. Donc, on nous interdit d'aller vers la vraie connaissance. Et la vraie connaissance, c'est celle que j'essaye de vous faire comprendre, celle des anciennes civilisations qui nous ont fait évoluer d'une certaine manière à l'époque et qui nous ont inculqué les valeurs que nous connaissons aujourd'hui, qui sont celles de l'enseignement de peuples qui nous ont tout appris et qui nous ont enseigné ce que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, je pense que ça, c'est la vraie vérité. Malheureusement, enfin, bien heureusement, il y a des gens qui se réveillent sur Terre. Vous avez l'archéologie interdite, vous avez des gens qui font des études intéressantes. Je cite, entre autres, il n'y a pas que lui, il y en a plein, je ne les connais pas tous. Voilà, il y a Jacques Grimaud, il y a Patrice Pouillard, il y a Bleuette Diot,
Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Voilà. Mathieu Lavaux, je crois, est là ce soir. Je crois il écoute. Donc, je suis honoré de l'avoir parmi nous. Hein. C'est un honneur de voir ce monsieur parmi nous aussi. C'est pareil. Donc, je crois que ce qui est très important, c'est de voir la vérité en face. C'est de pas se voiler la face et de dire, même si on respecte le travail de l'archéologie standard, parce que ces gens ont fait un travail qui ont permis de découvrir des choses aussi très intéressantes. Je ne dis pas que tout ce qu'ils ont fait était mauvais. Ils ont aussi fait des recherches et des fouilles, ils ont aussi découvert des choses étonnantes et intéressantes qui sont véridiques, qui sont véritables, comme les chambres, la chambre haute, la chambre basse, les galeries qui menaient justement à montrer que ces chambres funéraires existaient, que le pharaon était, et ils ont découvert effectivement des momifications. Donc, ils ont aussi fait un travail formidable d'une certaine manière. Mais leur façon d'aborder les choses dans le sens où dire que ces gens utilisaient des moyens rudimentaires pour faire ça, je pense n'est pas bonne. Je pense qu'elle est à remettre en question et qu'elle est fausse. Et je pense qu'on ne peut pas effectivement penser avoir construit des bâtiments aussi importants avec aussi peu de moyens. Je pense personnellement que ce n'est pas faisable. Et puis, on a des preuves. Et puis, vous savez, vous avez les pyramides. Posez-vous la question, pourquoi sont-elles alignées sur la constellation d'Orion? Pourquoi? Pourquoi elles sont pile au-dessus des 3 étoiles de la constellation d'Orion? Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous étudiez les étoiles et vous connaissez le système des étoiles, vous vous dites que justement, quand vous alignez des bâtiments sur des étoiles, c'est justement qu'il y a une relation avec le cosmos. Cette relation avec le cosmos est justement celle où on peut communiquer avec lui. C'est-à-dire que ce serait les pyramides auraient la fonction de grosses antennes, comme vous avez des antennes paraboliques qui existent, qui communiquent avec le cosmos, comme vous avez aujourd'hui le projet SETI à travers justement le projet astrophysique qui est étudié par le SETI, qui communique pour savoir si on a de la vie dans l'univers. Vous avez de grosses antennes qui permettent de communiquer par ondes radio, et ces ondes justement nous permettent de découvrir et d'aller chercher dans l'univers les échos sous forme de sons, sous forme de fréquences, et ces fréquences nous font découvrir l'univers et nous font découvrir, si on découvre des bruits qui seraient des bruits qui nous laisseraient penser que des civilisations communiquent avec nous éventuellement ou sont dans l'univers et émettent des ondes radio. Ben là, vous auriez des antennes à l'époque qui seraient pyramidales et qui permettraient de communiquer avec le cosmos. Alors, pourquoi communiquer avec des antennes? Tout simplement parce que vous avez la possibilité de communiquer avec votre civilisation, c'est-à-dire ces civilisations exogènes auraient eu la possibilité de communiquer avec les étoiles et de pouvoir communiquer à travers les pyramides qui auraient été de gros condensateurs. Parce qu'il faut savoir que justement, l'énergie du cosmos peut être canalisée par des systèmes particuliers et accumuler cette énergie pourrait fabriquer de gros condensateurs et ces condensateurs pourraient éventuellement accumuler une certaine forme d'énergie pour pouvoir communiquer avec les étoiles à l'époque. Ce serait éventuellement possible de penser que c'était des antennes de communication ou tout simplement des systèmes qui, en communiquant avec le cosmos, auraient pu fabriquer de l'énergie électrique. Vous savez très bien que l'énergie, on a découvert des systèmes électrochimiques qui ont été cachés au public dans les pyramides et qui ont montré qu'on pouvait capter l'énergie du cosmos et fabriquer de l'électricité avec. Et pourquoi fabriquer de l'électricité? Tout simplement parce qu'on aurait pu éventuellement penser qu'en fabriquant de l'électricité, on aurait alimenté des machines. Et ces machines auraient permis de construire justement les pyramides. Alors, vous me dites, alors c'est très embêtant parce qu'en fait, si on utilise la pyramide pour fabriquer de l'énergie électrique et faire fonctionner les machines, on les utilise, on ne peut pas les utiliser pendant la construction, d'accord? Donc, en fait, on aurait d'autres bâtiments qui auraient été construits sur le site et qui n'auraient plus d'existence aujourd'hui et qui auraient permis justement de fabriquer cette électricité ou
ils auraient eu d'autres possibilités de fabriquer cette électricité pour justement alimenter des machines. Ce qui prouve que de toute façon, que même si la pyramide en elle-même n'aurait pas été le condensateur qui aurait permis d'alimenter les machines, parce qu'il fallait d'abord les fabriquer pour faire ça, elle aurait été une source de canalisation d'énergie cosmique pour pouvoir ou communiquer ou fabriquer de l'électricité pour faire quelque chose avec. De toute façon, il faut savoir que la pyramide en elle-même n'est pas une forme, je dirais, anodine. On ne fabrique pas une pyramide et on ne fabrique pas des pyramides à travers la Terre entière. Vous savez qu'il n'y a pas que des pyramides en Égypte, il y a des pyramides en Chine, il y a des pyramides en Russie, il y en a aussi, on en a découvert une en France, je crois, il y en a au Pérou, il y en a au Mexique, il y en a un peu partout à travers le monde. Et pourquoi avoir construit des pyramides, je dirais, qui se ressemblent toutes, avec des différences, c'est qu'elles ne sont pas construites toutes de la même manière, n'ont pas toutes la même hauteur, pas toutes la même dimension, mais elles se ressemblent et elles sont construites un peu partout à travers le monde, ce qui montre bien qu'on a effectivement, à travers la construction de ces pyramides, un message qui veut nous dire « réfléchissez bien à ce qu'on a à vous dire ». On a construit des pyramides qui se ressemblent et on était des civilisations isolées sur des continents qui n'étaient pas des continents communicatifs entre nous. C'est-à-dire que normalement, à l'époque, il n'y avait pas de bateau, pas d'avion, pas de possibilité de communiquer entre continents. Ces civilisations étaient logiquement toutes isolées les unes des autres. Et pourtant, on retrouve les mêmes styles de construction un peu partout à travers le monde. Alors, les mêmes styles de construction, c'est les mêmes tailles de pierre, les bâtiments construits d'une certaine manière, c'est-à-dire avec des tailles, je dirais, différentes les unes des autres, avec des tailles où vous voyez les pierres sculptées d'une certaine manière, c'est-à-dire les arrondis, les imbrications de pierres sont identiques suivant les civilisations. Voilà, donc on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, vous avez par exemple au Pérou, vous avez des civilisations qui ont construit des monuments où vous avez des pierres jointes dans les arrondis, dans les angles, elles s'épousent parfaitement alors que les pierres sont légèrement incurvées, et vous avez des pierres qui sont tellement bien jointes les unes avec les autres que vous avez du mal à passer une lame de rasoir entre. C'est-à-dire que c'est si bien joint, et si ça avait été fait avec des instruments à base des instruments archaïques, vous n'auriez jamais pu avoir une telle précision dans la jointure des pierres. Ce n'est pas possible. Donc, il y a bien un souci, il faut bien se poser une question. Donc, voilà. Voilà, donc posons-nous cette question. Pourquoi, à travers des continents différents, des civilisations qui ne se connaissaient soi-disant pas à l'époque, qui n'avaient pas de moyens de communication entre eux, pourquoi vous avez des bâtiments, des constructions qui sont similaires, qui se ressemblent toutes, d'une certaine manière, avec des différences importantes quand même, alors que les moyens de communication n'existaient pas? Pourquoi vous retrouvez les mêmes tailles de pierre, les monuments fabriqués de la même manière, antisismiques, résistants au séisme, et vous retrouvez tous ces bâtiments sur la Terre construits sur des bases antisismiques à l'époque, alors qu'on ne connaissait pas l'antisismie à l'époque, on ne la connaissait pas. Pourquoi ces civilisations ont fait la même chose, des pyramides qui se ressemblent, des bâtiments construits sur les mêmes modes de construction, avec des jointures de pierre aussi parfaites, sur des continents ne communiquant pas entre elles? Posons-nous cette question-là, posons-nous la bonne question, et essayons de découvrir la vérité et de se poser la question de savoir éventuellement. Alors vous avez la version standard qui va vous dire « Ah oui, mais vous… »
vous savez, oui, mais ils ne se connaissaient pas, mais c'est le pur hasard. C'est simplement une question de hasard. Alors bon, je veux bien, on place le mot hasard, d'accord? Alors, imaginons que ce soit le hasard. Alors, on imagine aussi que c'est le hasard pour la pyramide de Gizeh, qui a le nombre pi, qui est utilisé et on retrouve dans les dimensions et dans la fabrication de la pyramide, on retrouve en comparant les différentes sections, hauteur, longueur, largeur, le nombre pi, le nombre d'or. Et il y en a qui vont vous dire encore, mais c'est le hasard. Ben, bien sûr, c'est le hasard. Ben, bien évidemment, c'est le hasard qu'on ait découvert et qu'on connaissait le nombre d'or à l'époque, alors que c'est un nombre qui est connu par les grands scientifiques aujourd'hui. Et vous avez un directeur, le directeur non pas le directeur du CNRS, mais vous avez un scientifique qui vous répond aujourd'hui. Ça fait quand même beaucoup de hasard. Et c'est un scientifique qui a un doctorat, qui pose la question et qui se demande et qui demande à ceux qui font des études sur l'Égypte ancienne de se poser les bonnes questions et qui les remet en question en disant, messieurs, essayez de réfléchir un petit peu à ce que vous dites et essayez d'imaginer comment ces civilisations auraient-elles pu connaître le nombre d'or à l'époque. Non, il faut réfléchir, je pense, et il faut essayer de comprendre que ces gens avaient des connaissances que nous n'avons pas, nous, que nous avons, nous, à notre époque et que nous avons depuis peu, et que ces 6 civilisations avaient la connaissance du nombre d'or et du chiffre pi et du mètre et de la coudée, parce que la coudée était en fait une représentation de la dimension qu'on a calculée d'après des spécificités relatant de la construction des pyramides pour pouvoir justement construire une pyramide dans des normes précises. Voilà, on connaissait le mètre, et le mètre est connu depuis en fait très peu de temps. Donc on avait des connaissances mathématiques à l'époque. Où sont-ils allés chercher des connaissances mathématiques alors que ces peuplades, à l'origine, qui ont fabriqué et qui sont venus, soi-disant, je dirais, en aide à fabriquer les pyramides, la pyramide et les bâtiments, étaient soi-disant venus des civilisations en peau de bête. Alors, expliquez-moi comment des civilisations qui sont découlées des civilisations en peau de bête, c'est-à-dire des civilisations anciennes, auraient-elles pu avoir des connaissances pareilles, si ce n'est par l'apport d'un peuple exogène ou d'un peuple existant sur la Terre depuis longtemps qui avait une connaissance que nous n'avions pas, nous. Voilà, c'est la bonne question à se poser et il faut se poser cette question-là. Alors, vous prenez la statue de Luxor. Alors ça, c'est un autre exemple. La statue de Luxor, vous la regardez bien, regardez les joues de la statue de Luxor, analysez les joues de la statue de Luxor, elles sont parfaitement lisses, avec des maillets en pierre, des burins en cuivre, vous ne pouvez pas faire des joues aussi lisses et aussi parfaitement, je dirais, non seulement elles sont lisses, mais elles sont polies. Vous ne polissez pas, vous ne pouvez pas polir de la pierre, du granit. Vous ne pouvez pas la polir au point d'être poli à ce point avec des maillets en pierre. Ce n'est pas possible. C'est strictement irréalisable. Et alors, vous avez les joues, les yeux, la bouche, le nez, et vous avez les joues, la joue droite et la joue gauche qui sont parfaitement superposables quand vous les superposez au 10e de millimètre. Essayez de fabriquer une statue avec des burins en cuivre et des maillets en pierre, oui, essayez de la fabriquer avec des superpositions de joues superposables au 10e de millimètre. Ah non, je suis désolé. Vous pouvez être scientifique, avoir un doctorat, me dire que vous avez fait des études et que vous avez la connaissance et me dire que ça c'est possible, je ne vous croirai pas. Car même si je ne suis pas archéologue et même si je ne suis pas dans le domaine, en réfléchissant, vous savez très bien que c'est impossible de fabriquer des joues superposables au 10e de millimètre avec des moyens rudimentaires. Il faut des outils modernes, des lasers, des mesures au laser pour pouvoir réaliser de telles choses et des outils modernes de sculptage moderne pour pouvoir faire ce genre de choses. C'est juste une question de réflexion intérieure et de questionnement. Ces gens nous mènent tout simplement en bateau en nous disant que c'est ça. Ils savent très bien
que ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable. Donc, alors moi, on va me dire, oui, mais vous n'êtes pas archéologue, nanana, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir. Non, mais j'ai des connaissances d'astrophysicien, je suis dans le domaine des étoiles, j'ai fait des mathématiques, moi aussi j'ai fait des études, d'accord. Je suis aussi dans le domaine de l'ufologie, j'étudie les soucoupes volantes en tant que scientifique. Je connais aussi des gens comme Jean-Pierre Petit, je connais des scientifiques comme Hubert Reeves, je côtoie des scientifiques, donc je n'ai pas la science infuse, mais j'ai le don d'avoir un cerveau pour réfléchir et pour me poser les bonnes questions. Alors, je réponds à ces gens qui sont dans le domaine, je dirais, de l'archéologie. Vous pouvez me critiquer, me dire que je ne dis pas des choses qui sont forcément justes parce que je ne suis pas dans le domaine de l'archéologie. Seulement, j'ai quand même fait des études et je me pose des questions, à savoir comment on pourrait faire pour construire une statue ou les colosses éventuellement qui pèsent des dizaines de tonnes, comment vous pouvez les construire d'un seul bloc, d'accord, ou comment vous pourriez éventuellement les transporter d'une carrière pour ensuite fabriquer avec ces blocs qui sont d'une seule pierre, qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes. Expliquez-moi comment, à travers le désert, vous allez faire pour les transporter sur un bateau elles pèsent je ne sais plus combien elles pèsent, mais elles pèsent, c'est énorme le poids de ces colosses. Et comment vous les irrigez ensuite pour pouvoir ensuite les avoir sculptés ou sur place ou à distance et les avoir menés jusqu'à l'endroit où ils se trouvent. Donc là aussi, c'est la question qu'on doit se poser. Voilà, vous avez vous avez le Sphinx. Le Sphinx est une construction. Alors les gens disent, le Sphinx existe. Pourquoi le Sphinx? Pourquoi a-t-on construit le Sphinx en représentation, je dirais, et pas loin de la pyramide? Là, c'est pareil, le Sphinx a été construit dans un but bien précis, et on va en parler, et certainement pas dans des buts qui ont été prédits jusqu'à maintenant, qui ne sont pas les buts. Voilà, le Sphinx a été construit dans un autre but que celui qui a été érigé par la version standard. Le Sphinx a été construit dans un autre but. Il a été construit dans le but suivant, c'est qu'il regarde tout simplement l'univers dans sa rotation extérieure. C'est-à-dire qu'on est situé à un bord de la galaxie, qui est le bord externe de la galaxie. On n'est pas au milieu, on n'est pas complètement au bord, mais on est entre le bord et l'extérieur. Et quand on tourne dans la galaxie, qu'on en fait le tour, vous voyez vers le centre de la galaxie, vous voyez tout simplement les étoiles telles que vous les voyez en faisant la rotation autour. Donc, vous voyez différentes constellations durant la période de rotation. Voilà ce qu'on peut expliquer en astrophysique et en astronomie. Donc, le Sphinx est dirigé et son regard est dirigé vers les constellations. Et quand vous êtes pile aligné sur la constellation du Lion, vous êtes dans la précession des équinoxes, qui est justement l'alerte qui montre qu'on est dans un cycle astronomique qui montre qu'on est dans une étape où la Terre va subir des perturbations, justement des perturbations, je dirais, cosmiques qui sont importantes et des perturbations qui sont propres à l'humain que lui a déclenché, mais ça n'a rien à voir, c'est différent. Et vous avez effectivement des perturbations qui sont causées par le fait qu'on est dans le déluge de l'eau et qu'on va dans le déluge du feu. Et ça a été prédit par le calendrier Inca qui montre qu'on va avoir une apocalypse. Alors l'apocalypse, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure. Donc tout ça, ça a été construit dans un but de nous prévenir de quelque chose et nous montrer qu'ils étaient venus sur Terre dans un but bien précis et pour nous montrer qu'on va subir, nous aussi, ce qu'ils ont subi à l'époque ou ce qu'ils ont bien voulu détecter à l'époque pour nous montrer que l'extinction de la race animale et humaine allait venir très prochainement. Voilà ce qui a été. Alors ça, la version standard n'en parle absolument pas. C'est toujours le pharaon, les pyramides, voilà. Et puis ça s'arrête là. Et la vérité, c'est qu'on ne la dit pas. Et on sait très bien que de toute façon, il y a des gens sur la Terre qui la connaissent, la vérité. Vous avez la preuve qu'Elon Musk construit quelque chose. Et quand il dit qu'Elon Musk fabrique du tourisme spatial, ce n'est pas pour faire partir des humains dans l'espace pour faire du tourisme. C'est entièrement faux. C'est tout simplement pour habituer les humains à voyager dans l'espace, pour faire du tourisme,
pour préparer ce qu'on appelle justement je ne trouve plus le terme, non, pour préparer l'arche de Noé qui nous attend, c'est-à-dire une arche de Noé qui va nous transporter au-delà de la terre quand ce sera la période de l'Apocalypse, parce que, mes chers amis, quand je dirais, la magnétosphère terrestre va disparaître, il faudra justement partir de la Terre et quitter la Terre. Et si on ne la quitte pas, on sera tous grillés. Parce que les rayons cosmiques vont pénétrer la couche d'ozone, il va y avoir des aurores boréales partout sur la Terre, on ne pourra pas se protéger des rayons cosmiques, c'est-à-dire les rayons X et les rayons gamma, et les rayons micro-ondes, et on va tous griller. Donc, il faut se préparer à quelque chose. Et M. Elon Musk est très bien au courant de ce qui va se passer sur la Terre parce qu'il est en relation avec des scientifiques, avec des astronautes, avec des gens qui étudient l'archéologie interdite. Il s'y intéresse fortement et on est en train de nous préparer à l'arche de Noé et à l'évacuation de la Terre parce qu'on ne sait pas quand est-ce que va être l'apocalypse, mais on la devine. Donc, si on reste sur la Terre, de toute façon, on est condamné. Donc, il faut la quitter, la Terre. Voilà pourquoi le projet Elon Musk, c'est-à-dire le projet SpaceX, existe sur la Terre et pas pour une autre raison. Voilà. Et le voyage sur Mars est justement une préparation à montrer qu'on peut voyager jusqu'à la planète Mars pour s'habituer à un long voyage, pour habituer les cosmonautes aux réactions, de savoir comment on peut voyager dans l'espace et supporter des conditions qu'on ne connaît pas encore et pour justement habituer nos corps et savoir comment réagit le corps à un long voyage dans l'espace. Voilà, exactement. Et ce n'est pas pour aller juste faire un voyage sur la planète Mars pour se faire plaisir. C'est juste pour se préparer à une arche de Noé. Voilà exactement la vraie vérité. Alors après, il y a des gens qui vont dire, mais comment vous savez ça? Je le sais tout simplement parce que je l'ai su de par quelqu'un qui connaît Elon Musk et qui m'a dit qu'il avait des connaissances et qu'il connaissait des gens qui le mettaient en relation avec des gens qui l'avaient mis au courant et que d'autres gens avaient mis au courant aussi des gens qui parlaient justement d'une évacuation potentielle de la Terre dans quelques… Alors, ce sera quand? Ça, c'est un mystère. Ça, je ne peux pas vous dire quand est-ce que l'apocalypse va arriver. Je ne sais pas qu'elle aura lieu, mais ça va véritablement arriver. On est tous condamnés parce que le champ magnétique terrestre va s'inverser dans quelques temps. On a un glissement, je dirais, du champ magnétique de quelques kilomètres chaque année qui se décale, ce qui est une alerte qui nous montre que l'effet dynamo est en train de basculer légèrement et la magnétosphère va s'inverser. Et pendant l'inversion de la magnétosphère, on sera sans bouclier magnétique. Et sans bouclier magnétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y aura le bouclier magnétique, c'est-à-dire la magnétosphère de la Terre. Qu'est-ce qu'elle fait, la magnétosphère de la Terre? Elle nous protège des rayons X, des rayons gamma, des rayons micro-ondes, et on a la couche d'ozone qui arrête le reste, une partie des ultraviolets, et qui arrête une autre partie des rayons nocifs. Plus de magnétosphère, ça veut dire plus… Si on n'a plus de magnétosphère, ça veut dire qu'on n'est plus protégé et que la couche d'ozone va récolter tous ces rayons et que la couche d'ozone sera incapable de tout arrêter. Donc, on va rentrer en ionisation, on appelle ça l'ionisation atmosphérique, et cette ionisation atmosphérique va créer des aurores boréales partout et on va, je dirais, avec l'ionisation, chimiquement, on va provoquer une réaction chimique électrochimique dans l'univers, enfin dans la couche atmosphérique. Cette réaction électrochimique va faire disparaître la couche d'ozone et on sera carrément atteint par les rayons X, les rayons gamma, les rayons ultraviolets et la vie va disparaître. C'est-à-dire que si on reste, je dirais en contact direct avec les rayons, vous pouvez penser que tous les humains sur Terre auront des cancers, que les animaux auront des cancers et que dans les mois qui viennent, si la couche, si la couche d'ozone n'a pas a complètement disparu, on est tous condamnés. Si ça ne dure que quelques semaines, la couche d'ozone tiendra le coup parce qu'il faudra un certain temps pour qu'elle disparaisse. Et donc, la magnétosphère, en s'étant inversée, réapparaîtra
en nord-sud, sud-nord, et donc elle réapparaîtra et la magnétosphère sera à nouveau puissante pour pouvoir arrêter les rayons du soleil. Mais il y aura une période de transition qui sera quand même assez longue, je ne sais pas, elle pourra durer quelques semaines, quelques mois, ça va dépendre du temps que ça durera. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle le déluge du feu. C'est ça, le déluge du feu, c'est justement la magnétosphère qui disparaît et le fait que la Terre sera grillée à cause justement de la disparition de la magnétosphère. Voilà exactement ce qu'il en est, voilà exactement ce qu'on peut dire sur l'avenir de notre Terre par rapport à ce qui a été prédit par les anciens bâtisseurs et qui nous prédisent justement. Alors pourquoi et comment peut-on savoir que c'est ce qu'ils nous ont prédit? Alors tout simplement, c'est simple, vous avez tous les bâtiments, toutes les constructions anciennes, ou pratiquement toutes, qui sont alignées sur un équateur, elles sont toutes alignées sur une largeur de 100 km, elles sont toutes alignées les unes aux autres. Et pourquoi avoir aligné des bâtiments de civilisation qui, soi-disant, ne communiquaient pas entre elles par des moyens que nous connaissons? Et comment auraient-elles pu aligner leurs bâtiments sur des centaines, des milliers de kilomètres autour de la Terre? Et pourquoi avoir fait ça alors qu'elles ne se connaissaient pas? Vous savez que les castors construisent tous des barrages, ils ne se connaissent pas entre eux. Ça, c'est sûr. Mais ils ne se connaissent pas entre eux. Ils construisent tous des barrages, mais ils n'alignent pas tous leurs barrages sur un même équateur, alors qu'ils ne se connaissent pas. Alors que là, ces civilisations ne se connaissant pas, fabriquant la même chose comme des castors, parce qu'on aurait pu imaginer qu'ils avaient dans leur ADN la façon de construire les mêmes bâtiments, non pas ont aligné leurs bâtiments sur un équateur, ce qui est illogique pour des civilisations qui ne se connaissent pas entre eux. Ce qui veut dire que ces civilisations avaient le projet de nous montrer qu'elles communiquaient entre elles et qu'elles faisaient ça dans un sens et dans un but précis, justement faire quelque chose d'extraordinaire pour nous prévenir d'un cataclysme. Et en plus de ça, vous avez sur l'équateur, vous avez quelque chose d'extraordinaire, c'est que cet équateur est incliné de 30 degrés. De 30 degrés, l'équateur est incliné. Voilà. L'équateur est incliné de 30 degrés par rapport à notre équateur. Pourquoi de 30 degrés? Parce que c'est l'inclinaison du plan de l'écliptique qui change. C'est-à-dire, ça nous montre un équateur différent. Et l'équateur différent, c'est quoi? C'est tout simplement un équateur qui nous montre que la Terre sera inclinée de 30 degrés quand on sera justement en pleine apocalypse, c'est-à-dire juste avant le glissement, je dirais, de la magnétosphère qui va s'inverser et qui va créer justement ces perturbations de disparition de la magnétosphère. Quand on sera complètement incliné, on aura un réchauffement climatique qui sera maximum à cette époque-là, parce qu'on aura l'Europe qui sera, je dirais, très proche du Soleil, parce qu'on aura incliné la Terre. Alors pourquoi cet inclinement? Pourquoi on a un inclinement de la Terre? Ce n'est pas par hasard qu'on incline la Terre, ça ce n'est pas vrai. On n'incline pas la Terre par hasard, et la Terre ne s'incline pas comme ça miraculeusement. Vous savez, le pôle Nord a fondu, la pôle Nord a fondu énormément, et je dirais la partie haute de la Terre s'est allégée pendant que vous avez la partie basse de la Terre qui a grossi, c'est-à-dire le pôle sud qui s'est grossi, et la glace alors comme vous avez le pôle Nord qui a fondu, la Terre s'est inclinée légèrement vers le bas, et le pôle Nord était moins éclairé encore par le Soleil, et le pôle Nord s'est mis à grossir davantage, le pôle Sud s'est mis à grossir davantage, le pôle Nord a fondu légèrement, donc la Terre s'est légèrement inclinée, le pôle Sud a grossi, et vous avez le pôle Sud qui est plus lourd que le pôle Nord, donc la Terre s'incline de plus en plus sur l'axe de l'écliptique, et donc vous avez une inclinaison de la Terre qui, au fur et à mesure des années, devient grandissante, au fur et à mesure que les glaces grossissent au pôle sud et que les glaces sont au pôle nord, et vous avez effectivement cette inclinaison du plan de l'écliptique qui arrive à 30 degrés au bout d'un moment, qui a été prédit par les anciens. Voilà l'explication qu'on peut donner de cet alignement, de ces bâtiments qui veulent nous prévenir qu'on va avoir un alignement et un équateur différent. Voilà exactement, normalement, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais voilà normalement, je dirais, la raison pour laquelle
l'alignement aurait été établi de 30 degrés pour nous prévenir de quelque chose. Alors, ça a été dit par Jacques Grimaud, ça a été dit par Patrice Bouillard, ça a été dit par d'autres scientifiques. Moi, je l'ai remarqué aussi parce que effectivement, ça correspond à quelque chose qui voudrait nous dire qu'on est dans une phase où si on a un autre équateur, c'est qu'on a un inclinement de l'axe de la Terre qui est différent. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire et ce qui est intéressant de dire dans la révélation qu'on peut faire sur ce phénomène. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'on n'en parle pas dans la version standard. Ces gens ont omis, je dirais, de nous en parler parce que seules certaines personnes sur la Terre sont mises au courant, des personnes qui gardent le silence, des personnes qui sont, je dirais, dans le silence parce qu'on leur a demandé de garder le silence, parce qu'on prépare quelque chose de gigantesque et on ne veut pas non plus affoler la population, on ne veut pas dire qu'il y aura un apocalypse, parce que vous pensez très bien que les gens sont très réactifs à ce genre de phénomène et se sentent perdus quand on parle d'une apocalypse. Vous avez les gens qui diraient, mais oui, mais alors on ne peut rien faire, vous pensez bien qu'on est perdu, alors qu'est-ce qu'on va devenir? Ce serait comme dans le livre de Barjavel, La fin des temps, ce serait l'apocalypse avant l'apocalypse. Les gens seraient affolés, les gens dévaliseraient les grandes surfaces. Vous savez, dans le livre de Barjavel, c'est assez impressionnant parce que vous voyez une apocalypse qui montre la réaction des gens face à quelque chose, face à un événement. Et là, vous seriez dans un événement où les gens auraient peut-être une réaction désastreuse. Donc, il faut peut-être cacher la vérité finalement aux gens et ne pas leur dire qu'on est proche d'une apocalypse pour éviter justement la catastrophe, je dirais, psychologique voilà, des gens et de la réaction des gens avant. Alors, des gens très, très bien, je dirais, lotis et très intelligents sont mis au courant, comme Elon Musk ou comme d'autres gens sur la Terre. Ceux qui font de l'archéologie interdite sont au courant, des gens qui y croient sont au courant, mais c'est qu'une petite partie de la population qui est au courant et peu de gens sont au courant. Je dirais qu'un petit pourcentage le sait. Quant aux autres, malheureusement, ils le sauront le jour où ça arrivera. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Maintenant, on peut revenir sur les constructions anciennes. Alors, vous avez le Pérou. Le Pérou, vous avez la pyramide du Soleil, vous avez Machu Picchu, qui est l'endroit, le site de l'enfant du Soleil. L'enfant du Soleil qui a été le guide spirituel du Pérou, qui était un être spirituel hautement élevé et un homme extraordinaire, avec une connaissance extraordinaire sur les étoiles. D'ailleurs, on retrouve des observatoires d'astronomie à l'époque pour observer les étoiles. Vous avez des bâtiments étonnants qui ont été construits sur les mêmes bases, avec les mêmes pierres, gravés de la même manière, les mêmes modes de construction que les pyramides, les mêmes jointures, c'est-à-dire des jointures parfaitement parfaites, avec des arrondis dans les angles parfaits, ce qui montre que ces civilisations avaient les mêmes modes de construction antisismiques et des constructions sur des modèles étonnamment pareils. Vous avez évidemment des constructions étonnantes. Vous avez l'île de Pâques. Alors, l'île de Pâques, c'est des Moaïs. Qu'est-ce que viennent faire des Moaïs en plaine, sur une petite île déserte? Comment vous imaginez que des gens seraient venus des îles un peu plus loin? Ce seraient des gens, des anciens paysans cultivateurs, chasseurs, pêcheurs qui seraient venus s'installer sur cette île juste dans le but de construire des statues. Voilà, ils sont venus, ils ont quitté leurs femmes, leurs enfants, juste pour construire des statues. Oui, je veux bien être, disons, tolérant sur la façon qu'on a de montrer les choses, mais j'aimerais qu'on réfléchisse, encore une fois de plus, sur la façon qu'on a de voir les choses et qu'on se pose les vraies questions. Moi, personnellement, je n'irai pas abandonner ma femme, mes enfants, juste pour aller construire des statues dans le but de spirituellement construire des statues dans le but de les ériger en regard vers l'océan et vers les terres, dans un but qu'on ne connaît pas vraiment, parce qu'on n'a jamais compris pourquoi ils faisaient ça. Donc, je pense que ce sont des civilisations qui ont à voir avec les civilisations exogènes de l'époque et qui ont construit ça dans un but précis, nous montrer
que là aussi, ils avaient construit ça sur une île pour nous faire réagir et qu'on se pose la question suivante. Nous sommes venus autrefois, nous vous avons laissé des traces étonnantes qui défient l'entendement, qui défient toute compréhension de savoir pourquoi on a fait ça sur cette île, pour que vous vous posiez la question de savoir pourquoi on les a érigés. Et pas dans le but de dire on a fait ça comme ça pour le fun, pour le plaisir, non, pour qu'on se pose des questions. Et en plus de ça, il faut savoir que s'ils les ont construites à cet endroit, c'est que c'était peut-être un lieu très fortement chargé en magnétisme parce qu'on a découvert à cet endroit dans cette île un magnétisme extrêmement puissant. Et on ne sait pas pourquoi. Ont-ils fabriqué quelque chose en rapport avec le cosmos à cet endroit? Peut-être, c'est parfaitement possible que ça a été une base pour eux permettant une communication avec le cosmos, justement par quelque chose qui aurait à voir avec un champ magnétique puissant. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas la connaissance pour le savoir, mais c'est très étonnant qu'on ait un fort magnétisme sur cette île et on n'a jamais compris pourquoi ce magnétisme était aussi puissant et d'où il venait exactement. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Vous avez l'Irak, vous avez effectivement en Irak des traces dans des musées qui ont été détruits et malheureusement et pillés aujourd'hui à cause des Américains et de la guerre en Irak. Et malheureusement, Bagdad était un trésor de choses anciennes. C'était magnifique ce qu'il y avait à Bagdad. Vous aviez des trésors anciens, d'anciennes civilisations. On aurait même découvert une porte des étoiles là-bas qui aurait été récupérée par les Américains. Vous avez des trésors là-bas qui sont fantastiques. C'est fantastique, les trésors anciens que vous avez là-bas. Vous avez des pyramides qui n'ont jamais été divulguées au public, qui sont en Chine. Vous avez des bâtiments un peu partout à travers le monde qui ne sont inconnus par le public, qu'on n'a jamais dévoilés au public. Vous avez toute une forme de constructions qui sont bâties à travers le monde. On ne veut pas en parler, on ne veut pas le dire, on ne veut pas montrer au public ce qu'il en est. Alors pour des raisons, je vous dis, sociales, sociologiques, parce qu'on a un système qui est en place et on ne veut pas bouger les choses. On ne veut pas non plus affoler la population en disant la vérité. Certaines personnes doivent être au courant et d'autres pas. Mais voilà la vérité. Mais il est dommage que quand même, on ne puisse pas dire au moins la vérité sur les peuples qui nous ont visités en disant que ces peuples exogènes nous ont enseigné tout ce que nous ont enseigné et que nous puissions nous ouvrir à l'univers tout entier en montrant que nous venons des étoiles et que nous sommes un peuple fabriqué indirectement par des peuples exogènes et que notre base à nous, les peuples en peau de bête, avons été éduqués par ces peuples qui, eux, ont la connaissance de nous avoir enseigné ce que nous savons aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Je crois que c'est le mot de la fin. Posez-vous tous la même question. Et quand vous voyez Nazca et vous voyez des dessins vus du ciel et que vous voyez des pistes d'atterrissage, eh bien, vous n'avez plus de questions à vous poser de savoir pourquoi ça a été érigé. C'est tout simplement parce que c'était des endroits de repérage vus du ciel, parce qu'ils venaient se poser en vaisseau et que ces gens avaient effectivement des technologies. Alors, les gens vont vous dire, oui, mais alors, pourquoi faire des dessins? Pourquoi ils n'avaient pas de radar puisqu'ils avaient des vaisseaux? Ça, c'est inconnu. Ça, on ne peut pas répondre à ça. Mais ces dessins étaient des lieux de repérage, des endroits qui étaient dirigés vers le ciel. Et vous aviez des pistes d'atterrissage, car on a des traces de pistes d'atterrissage d'endroits où effectivement des vaisseaux se seraient posés. Est-ce que c'est des pistes d'atterrissage? On n'en a pas la certitude à 100%, mais on pense que oui, c'en était évidemment bien des pistes d'atterrissage. Et puis vous avez d'autres choses dont on ne parlera pas ce soir, qui ont été découvertes aussi, des choses étonnantes. Je crois qu'il y a énormément de choses à dire encore, mais j'ai dit le principal, et c'était le but de l'émission ce soir, c'était de vous faire réagir, de vous faire comprendre que la version standard, malheureusement, est fausse, que même si elle est fausse, même si je rencontre des gens de la version standard, je dirais, messieurs, ne nous racontez pas de mensonges, vous savez très bien quelle est la vérité, mais
je respecte quand même le travail que vous avez fait parce que vous avez fait découvrir des choses aussi qui sont aussi vraies dans la version standard et votre travail n'est pas non plus un travail qu'il faut mettre sur le panier. Il y a aussi des choses intéressantes, mais surtout, dites-nous la vérité et arrêtez de nous cacher la vérité parce que c'est du grand n'importe quoi. Voilà.